La psychostasie. Qu'est-ce que ça veut dire, psychostasie? Peser de l'âme. D'accord? Est-ce que c'est l'âme qui est posée là? Non, tu as raison. Il a raison de dire peser de l'âme parce que dans les langues africaines, tu vas dire tima pour dire le cœur, tima pour dire l'âme. Donc voilà pourquoi on parlera de peser de l'âme. Tu as tout à fait raison. Tu vas dire pima pour dire peser. Et bref, c'est des choses intéressantes. Donc ici, bon, l'égyptologie traite un peu particulièrement, d'une manière tout à fait particulière, cette scène parce que cette divinité est censée être la divinité qui incarne le destin. On doit avoir translitéré Shai. Bon, c'est des éléments que je n'ai pas encore travaillé, donc j'utilise ces formes-là, mais c'est sûr que c'est le temps qui va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit exactement. Et on trouve ici donc Anubis qui est en train de vérifier le peson de la balance. Vous avez la plume de Maat qui tient le peson. Vous avez encore Thoth qui est représenté ici sous la forme du babouin, d'accord? Parce qu'il peut être représenté sous la forme d'un ibis ou d'un babouin. Généralement, bon, c'est l'ibis parce que Kuma, d'accord? Mais le babouin, il ne faut pas l'oublier. Il a naturellement son importance aussi. Le babouin en bambanan, le babouin, c'est Dingon, Gon. Et c'est le nom de la lune dans les langues bantou. Et c'est un dieu, une divinité lunaire, il ne faut pas l'oublier. Okay? Donc, celui qui pèse. Alors, le fait de cette scène, le fait de cette scène est essentiellement gouverné par ce groupe idéographique. Ce groupe idéographique, vous avez cet antitéré kéké, et ça veut dire niveler, égaliser. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire ce qu'on a ici présent sous les yeux? Ok, donc le double, c'est pas, enfin, on va dire un tamis, d'accord? Parce que, sachez que, c'est parce que on ne réfléchit pas, on ne regarde pas la question avec les yeux d'un Africain qu'on fait la différence entre un placenta et un tamis. C'est exactement la même chose, la même fonction, parce que le placenta filtre, d'accord? Voilà pourquoi il y a cette confusion en égyptologie. Mais, quant au fond, le placenta, c'est le tamis c'est le placenta, parce que le placenta filtre, c'est sa fonction. C'est pour ça que l'enfant reçoit des choses qui sont dénuées de toute impureté. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc, je reprends donc, effectivement, donc ça peut être des placenta ou tamis, on va dire tamis, parce que voilà, ça mettra à l'aise les égyptologues. ils sont à l'aise. Mais il faut comprendre ce qui se passe, parce que souvent on fait des difficultés parce qu'on veut absolument répéter Gardiner. Non, vous avez les yeux pour regarder et un cerveau pour réfléchir. Donc quand votre ancêtre vous produit quelque chose, il sait ce qu'il fait. Vous devez vous mettre dans la peau de cet ancêtre. Et bon, je dois dire que la méthode Kuma facilite cet exercice. Parce que quand on quitte l'alphabétisme, eh bien, voilà, on découvre tout un univers et c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le cœur. Est-ce que tout le monde voit le cœur? D'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est peut-être une balance. C'est quelque chose pour vérifier l'égalité, le nivellement. C'est les arpenteurs. Oui, c'est comme un fil à plomb. Les arpenteurs qui s'en servent lorsqu'ils veulent mesurer. Bon. C'est ça la fonction. Mais cette graphie-ci, ce dessin, cette iconographie, est absolument essentiellement gouverné par ce thème qui est nivelé, égalisé. Et le thème, c'est celui qui pèse. Vous allez comprendre qui est Anubis et comment ça marche, ok? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bon, le fait de niveler, d'égaliser, est intrinsèquement lié à l'action de tamiser. Parce que, je vais revenir ici. Lorsque vous tamisez, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous avez des grains ou de la farine, vous secouez le tamis. Qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui reste? Non, le contraire. Ah. Je vous écoute. Les impuretés restent bloquées dans le tamis. Ce n'est pas les impuretés. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que le tamis a des trous. Et tout ce qui passe doit respecter le calibre que veut. C'est ça le principe du tamis. Vous devez respecter. C'est-à-dire, c'est ça le principe du jugement. Vous allez comprendre. D'accord? Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Sur l'image, je ne vois pas de cœur, hein, je vois un vase plutôt. Ah non, c'est un cœur, ma soeur. Parce que c'est peut-être dessiné comme ça. Même ici, c'est un cœur. Ça peut être, tu peux voir un vase aussi. Mais avec l'habitude,
tu seras bien plus à l'aise avec ça. Non, c'est un cœur, je te le dis, c'est un cœur. Ok. C'est pas un vase. En tout cas, la forme peut-être ressemble à un vase, mais pas le dessin que tu veux au-dessus. Et la chose est que ça, c'est une reproduction pour un logiciel aussi, tu vois. Donc souvent, faut aller vraiment à la source. Mais bon, je peux comprendre, tu peux. Mais c'est de cette façon que nos ancêtres représentaient le cœur. Parfois, c'est mieux dessiné. Et j'assume. C'est-à-dire que c'est des deux valves en fait qui sont sur le côté. C'est ça. Et j'assume que en Égypte antique, eh bien, sur les bas-reliefs, on trouve vraiment la chose bien dessinée, quoi. Voilà pour qu'elle le reproduise de cette façon. Donc, je disais, quelle est la fonction d'un tamis? Qu'est-ce que le tamis fait? Il égalise. Il calibre, il égalise, il nivelle. C'est ça qu'il fait. Et ce principe-là, c'est maat. Vous devez savoir ça. Tout ce qui égalise, rend pareil, rend semblable, c'est maat. Hein, donc, d'où le principe de gémellité. Voilà pourquoi les divinités sont les jumeaux. Vous devez comprendre, il n'y a pas de, voilà, pas de monstres sur Terre parce que les monstres sont bloqués. On les bloque, ils ne rentrent pas. Et ce qui sort, c'est ce que la vérité veut. Non, c'est important, hein, vous devez vous représenter les choses parce que le monde aurait pu être peuplé de toutes sortes de démons. Quoi qu'il y en a certains qui réussissent à se faufiler. Mais il y a des monstres terrifiants dans les ventres des mamans. Ah oui, je peux vous le dire. Ce que les bêtises appellent les vous. Ah, c'est pas un jeu. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'est des monstres terrifiants. Et quand on voit les dragons dans les dessins animés, toutes ces choses-là, non. Ils peuvent investir le monde si on est plus attentif. Et je dis on. Si la maths n'est plus là pour régler les choses, eh bien, toutes choses vont nous arriver. Le who, exactement. Le who, c'est exactement les vous. C'est la même chose. Conceptuellement, c'est la même chose. Mais c'est une puissance qui est plutôt liée au Dieu qu'on appelle Seth, bien sûr. Bon, on avance. Le fait de niveler, d'égaliser est intrinsèquement lié à l'action de tamiser. Hein, niveler. Quand je tamise, je nivelle. Exactement. Le bassa dira segé. Segé, pour dire tamiser. Le bako kolif segé. Tamiser, vanner. Le tunen, au sekel. Tamiser. Le wolof, seg. Le wolof utilise le même mot. Seg, filtrer, passer au crible. Segukai, filtre. Le fufulde, seg, filtré. Le wolof complète cette lecture avec seg, les jumeaux, et sekale, jumelé. Est-ce que vous voyez un rapport entre jumelé, et jumeaux, nivelé, égalisé? Vous voyez le rapport? C'est rendre semblable. Rendre semblable. Ouais, voici la beauté de la chose. Retenez ça. Seg, sekale, jumelé. Donc le wolof va dire sekale, jumelé, et l'hébreu va dire shekel, unité de poids. Ils utilisent ce mot pour dire l'unité de poids, pour la mesure. C'est aussi une monnaie. Hein. Oui, c'est la monnaie d'Israël aujourd'hui. Et l'Acadien dira donc chakalou, peser, chakalou, payer, chakalou, être égal, chakalou, se valoir, chakalou, être l'égal de, etc. Chakalou, être équivalent. Ils utilisent ce sécal et jumelé, d'accord, nivelé, etc. Ségué, le tamis. Bon. Et les langues sémitiques utilisent des formes régulières. On va dire takil, lourd, pesant, takalou, être lourd, sakalou, peser, sakaloulou, peser, égaliser, sakil, celui qui pèse, tekal, être lourd, mitkal, peser, sekele, suspendre, shekel, être lourd, sekel, être lourd, sekel, unité de poids, chacal, peser, payer, chacal, livré au trésor. Livré au trésor. Et on découvre ce bonhomme qu'on appelle Judas Iscariote, qui a reçu 30 pièces. C'est lui qui a le rôle d'Anubis dans le décorum chrétien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui emmène. En fait, il a un peu un rôle de psychopompe quand il livre, il l'emmène à la mort. Quoi. Exactement. Non seulement ça, mais il y a une ressource non négligeable, une ressource qui précise ce point. Les Grecs vont l'appeler Charon. Charon, c'est ce qu'on appelle le nocher des enfers dans la mythologie grecque. C'est Anubis, parce que Charon, dans les débuts, fut également représenté sous la forme d'un chien. Charon reçoit, quand on décède, Charon se tient sur la rive du Styx, c'est le fleuve des enfers. Et le défunt doit amener de l'argent, il doit payer le passage. C'est pour ça que les Grecs mettaient des pièces sur les yeux des défunts
lorsqu'on les enterrait, parce qu'ils étaient censés utiliser ces pièces pour payer le passage. Ce paiement-là, c'est ça que Judas reçoit. Parce que Jésus, c'est un défunt qui est en train d'être traité. D'accord? Ce n'est pas un vivant comme on le voit dans les films, là. Non, c'est quelqu'un qui est décédé et qui va ressusciter. D'accord? Et Judas a ce rôle. D'accord? On lui donne le mauvais rôle, mais la réalité, c'est que c'est nécessaire. Et vous allez voir, particulièrement chez les Bassa, il est essentiel de payer le rituel. Ça fait partie du rituel, il faut payer. D'accord? Ce n'est pas parce que le prêtre a besoin d'argent ou quoi que ce soit, c'est que ça fait partie du rituel. Il faut payer le rituel. Quand on doit enterrer quelqu'un, il faut payer ce qu'ils font. Ceux qui vont creuser la tombe, il faut les payer. Parce que dans le Ngué, parce que c'est le Ngué qui organise, c'est les hommes panthères, c'est eux qui organisent ce genre de choses, eh bien, ça fait partie du rituel. Et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on retrouve chez les Grecs. D'accord? Donc voilà pourquoi, bon, voici Judas, on le voit ici, voici les pièces, voici les adversaires de Jésus qui sont là à lui donner de l'argent. Donc c'est ça, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on retrouve ces formes ici. Mais, je poursuis. En bas ça, Ségel va traduire sélectionner, trier, tamiser. C'est ce que fait Charon sur la rive du fleuve. Charon, c'est Anubis. D'accord? C'est lui qui est le nocher des enfers. Le nocher, c'est celui qui conduit une barque. Cette correspondance effective entre le Wolof sécalé, jumelé, le Bassa Ségel sélectionné, l'arabe Takil lourd et le chacal, parce que le nom chacal de l'animal, le chacal, vient de là. C'est celui qui pèse. C'est le transfert qui a été fait. L'animal consacré à Anubis est confirmé par le nom donné aux canidés dans le domaine éthiopique. Donc en Éthiopie, on va l'appeler Takula, loup, chacal, Takwila. C'est les mots pour dire takil, peser, d'accord? Le loup, Takula, loup, Likaon, Tekla, loup, chacal, Takwil, le loup, Takla, loup, Yen, Tolk, Yen, léopard. Donc tous ces animaux sont des canidés. Le Togila, loup, Takula, loup, Likaon, Tagwala, loup, Likaon, Takwela. C'est takil, peser, shakil, etc. C'est le mot que nous venons de solliciter. Voilà pourquoi c'est lui qui pèse. Et voilà l'origine du mot chacal. Quand on dit le chacal, c'est simplement celui qui pèse, takil. Et ça, c'est ce qu'on appelle un likaon. C'est un animal qu'on ne trouve qu'en Afrique. C'est un chien de brousse qu'on ne trouve qu'en Afrique. Et c'est un canidé qui vit exclusivement en Afrique subsaharienne. On l'appelle Mbwa. En Lugnol notamment. C'est toujours le nom du chien. Mbwa, le chien, le likaon. Donc, ça peut être le chacal, ça peut être le chien, ça peut être le likaon, ça peut même être l'hyène. D'accord? Tous ces animaux-là sont mobilisés pour rendre compte de cette divinité qu'on appelle Anubis. Donc, quand vous faites l'anébride, vous pouvez utiliser la peau de l'hyène, la peau du chacal, la peau du chien. Tout ça, c'est la même chose. Ça marche, ça fonctionne parce que les canidés, là, ce sont ces animaux qui sont sollicités dans ce registre-ci. OK? Donc, il faut le savoir. Et ce sont des choses importantes. Il faut vraiment le savoir. Ça, c'est un chien sauvage. OK? C'est pas l'ami, c'est pas un chien. Il est dangereux. Oh, oui. D'accord. Ailleurs, il y a le loup. Nous, on a le likaon. D'accord? Voilà. Bon, mais c'est pas les likaons contre les loups-garous. Comment? Contre les vampires? C'est ça, il y a une série qui... une série les vampires contre les likaons, je sais pas quoi. Non, ça, ce sont des animaux. Mais c'est intéressant de savoir ça. Vous devez savoir ça. C'est important. Nos ancêtres ont vécu là-dedans. Ils connaissent bien la nature. Ils ont étudié la chose profondément. C'est important de le savoir. OK. Donc, je montre que les langues éthiopiques, tout comme les langues de la zone bantou, associent systématiquement le nom des canidés au chiffre 9, qui paraît ainsi fondamentalement lié au dieu Anubis. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, dans le domaine éthiopique, on va dire en Tigrinya, par exemple en Éthiopie, Takula, chacal. Le 10, il va dire Sagil, Chakali, Sagal pour dire 9. C'est le chiffre 9. C'est toujours la même énergie. C'est toujours le thème de l'abondance, du maximum. Parce que c'est ça vraiment qui est mobilisé dans ces lieux, le lieu de l'enterrement et tout ça. Donc, et en Kikongo, on va dire Mbwa. Le doigt là va dire Dibwa pour dire 9. Nyamwezi Mbwa, Ewondo Eboul, Ivoa. C'est toujours 9. C'est le chiffre 9. Conceptuellement, vous devez savoir. Et c'est ce chiffre qui mobilise également Isis, on l'a vu, grâce à son symbole. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit de faire les rapports avec les nombres. Les nombres sont les dieux. Donc, il faut savoir produire de l'intelligence à partir de tout ça. Et voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Lorsque vous engagez une analyse, vous devez pouvoir atteindre des choses objectives. Et l'idéal, c'est d'arriver à un signe.
Parce que le signe mobilise toute la puissance. Chez les Dogons, c'est particulièrement vrai. Parce qu'ils ont un signe qu'on appelle la dinokine. En fait, c'est la croix ankh qu'ils dessinent à certains moments. Et ils disent que c'est l'image de l'univers réduite à sa plus simple expression. Donc, ça, c'est vraiment l'ambition de ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Hein? Vous devez savoir ça. Vous devez condenser le savoir au point d'en faire un seul signe. Et ce signe mobilise absolument tout. Donc, quand vous êtes malade, on vous dessine le signe, vous entrez dans un processus de guérison. Ou on peut vous coucher sur un grabat, sur un lit, on dessine le signe au sol. Ce signe-là mobilise absolument tout ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous lirez sur le boli, on vous dit que le boli est toujours associé à un signe. Les signes, les hiéroglyphes, là, c'est vivant. Vous devez vraiment savoir ça. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Si vous travaillez sérieusement, vous allez voir des effets physiques sur vous-même. Vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est vivant. Et nos ancêtres ont fait ça pendant des millénaires. Aujourd'hui, on néglige ces aspects, mais il y a une puissance redoutable dans le signe. Une puissance redoutable dans le signe. Vraiment, parce que ça, c'est le degré sublime, si on veut, de l'expression de la divinité, c'est le signe, contraste. Et l'idéal, c'est d'arriver à ça quand vous faites une analyse. Là, c'est parfait, c'est clair, vous mobilisez le signe, ça suffit. Ok, donc, un secret bien gardé. Maintenant, je vais vous révéler un secret. Il n'y a pas, ce n'est plus, c'est dans la suite de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose. C'est pour vous dire une chose. Dans mes conférences, dans mes communications, là, ce que je dis, c'est que je ne dis pas. Parce que parfois, je me censure parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Naturellement. Mais aujourd'hui, puisque on va accompagner toute la semaine, j'ai quand même dit, je vais faire un petit cadeau. Parce que la méthode Kuma est très forte. Vous n'avez peut-être pas encore cette perspective-là. Croyez-moi, le truc, c'est puissant. C'est un outil puissant. Parce que la science africaine est déjà disponible, mais vous ne savez pas encore qu'elle est disponible. Je vais aller dans un aspect sans aller trop loin. Mais je vais vous donner des éléments pour réfléchir. Okay? Un secret bien gardé. Ce secret, c'est ce que des générations et des générations de scientifiques ont cherché sans jamais pouvoir le percer. Comprendre. Mais c'est la science ancestrale dans sa finesse, dans la chose la plus essentielle. Mais je vais simplement donner des éléments comme ça, mais sachez qu'on a déjà trouvé. Bon, hein? Bon. Qu'est-ce que l'œuvre? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'œuvre? Quand je dis l'œuvre, c'est quoi? C'est la production du travail. Un travail intelligent, par exemple. Quand je dis le grand œuvre, je parle de quoi? Quand je dis le grand œuvre, C'est l'être humain. vous m'étonnez, sérieusement, vous ne lisez pas, vous là. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas être dans un pays comme la France, on dit le grand œuvre, vous posez des questions, c'est ce que font les francs-maçons. Le grand œuvre, c'est leur ambition la plus sublime. Le grand œuvre, c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça que les alchimistes recherchent. C'est ce qu'ils font. C'est ça la science suprême, c'est le corps d'Osiris même. Bon, mais oui, c'est ça. C'est ça le grand œuvre. Ok? Bon, le grand œuvre est, en alchimie, la réalisation de la pierre philosophale. Cette pierre est vue comme capable de transmuter les métaux. À la base de la théorie de l'existence d'une telle pierre, il y a la tradition alchimique qui veut que les métaux divers soient dans le sein de la terre en lente maturation pour aller vers l'état métallique idéal, l'or. Je reprends. Le grand œuvre est, en alchimie, la réalisation de la pierre philosophale. Cette pierre est vue comme capable de transmuter les métaux. À la base de la théorie de l'existence d'une telle pierre, il y a la tradition alchimique qui veut que les métaux divers soient dans le sein de la terre en lente maturation pour aller vers l'état métallique idéal, c'est-à-dire l'or. Bon, chez Horapollon, voici ce qu'il nous dit. Horapollon, c'est qui Horapollon? C'était un écrivain égyptien qui a vécu autour du 5e siècle, qui a écrit un traité en copte intitulé Hieroglyphica, dans lequel il présente les hiéroglyphes et la symbolique qui sont attachés à certains signes. Voici ce qu'il dit. Comment c'est-à-dire les Égyptiens, représentent l'œuvre? En traçant une corne de bœuf, on signifie l'œuvre. Voilà ce qu'il dit. Comment les Égyptiens représentent l'œuvre? Il dit, en traçant une corne de bœuf, on signifie l'œuvre. Et il ajoute à l'entrée 18, comment ils représentent l'expiation?
En traçant une corne de vache, il signifie l'expiation. C'est quoi l'expiation? À la fin, quoi. L'expiation? L'expérience, ça fait de retirer le péché. Oui, c'est purifier. Ah oui, c'est purifier. C'est ça. Donc, ouais, je vous présente le signe F16. C'est lui qui va vous donner la vérité sur ces questions, d'accord? On commence. Comment il représente l'œuvre? En traçant une corne de bœuf, on signifie l'œuvre. Je vous ai dit ce que c'était que l'œuvre. Comment il représente l'expiation en traçant une corne de vache? Bon, lui, il fait une distinction entre corne de bœuf et corne de vache. La vérité, c'est que c'est la même chose. Vous allez comprendre que quand on fait l'œuvre, là, on se purifie aussi. Bon, ok? Donc, c'est la même chose. Quant au fond, c'est pour ça que je représente les deux entrées. Ne soyez pas embrouillés, là. C'est cohérent, vous allez comprendre. Bon, il faut connaître le nom de la corne dans les langues africaines. C'est par là qu'il faut commencer. On va partir par le mandé. Ambamanan, Bigné, corne. Kakabe, Bigna, la corne. Maninka, Bina, la corne. Sia, Ben, Bien, la corne. Boussa, Bene, corne. Kono, Bena, la corne. Sonenke, Ben, Bene, corne. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose déjà comme ça, a priori, en rentrant dans ce vocabulaire? Ça vous évoque quelque chose? Le chiffre 1. Oui, le chiffre 1 en Wolof, absolument. Quoi d'autre? Bina, c'est 4. Mais je ne vais pas aller là-bas, mais la vérité est aussi là. Parce que vous devez savoir que le dragon représenté par l'œuvre a quatre pattes. Ces 4 pattes représentent les 4 éléments. L'eau, la terre, le nid, mais on verra ça quand le livre va sortir. Je ne veux pas aller là parce que sinon on est assis jusqu'à demain. Je n'ai pas le temps malheureusement. Mais c'est Bina, c'est 4 déjà. Parce que vous allez voir si vous êtes familier de ces choses. Ce dragon qui représente l'œuvre, le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros a toujours 4 pattes. Et ces 4 pattes représentent les 4 éléments. Hein, on travaille avec ça. Bon. La chose sur laquelle que j'attendais en fait, c'est une translittération qui existe en égyptien pharaonique. Parce que c'est le nom qu'ils donnent au phénix. Ils disent le benou. C'est ça. Le benou. Qu'est-ce que c'est que le phénix? C'est un oiseau qui renaît ses cendres. Ben oui. Un oiseau mythique qui renaît de ses cendres. D'accord? Tout est là-dedans. C'est fort ce truc, mais on n'a pas le temps. Donc, je veux juste vous donner des pistes parce qu'il faut travailler là-dessus, c'est sûr. Mais ça, c'est le thème du phénix même qui sort de là. Le phénix, toutes ces choses positives pour l'humanité qui sortent de là. Bon. Alors, la chose maintenant, c'est qu'en égyptien pharaonique, il existe cette graphie. Vous ne voyez pas de lien évident parce que naturellement, quand on traite des choses, on translittère bout, néfer, vous êtes perdu. Ok? On vous dit être beau, parfait, bon. Être beau, parfait, bon. Vous avez le pied, vous avez le symbole néfer. D'accord? Pour lire cette graphie, il suffit d'identifier les mots du pied. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un trilitère et c'est ici considéré comme le déterminatif. Donc, son nom là est donné par ça. Le thème de ça est donné par ça. Donc, il faut savoir ce que c'est que ça. C'est ce que nous allons faire. Je prends maintenant les langues bantou. Vous allez voir que c'est le même mot. C'est le nom, les mots de la corde. Le bantou utilise les mots du pied. Les soudanais utilisent les mots de la corne. Bien partie du genou à la cheville. Donc, c'est cette partie. Enfant, bien, c'est cette partie qui va d'ici à là. C'est exactement ça qui est dessiné ici. Et wondo, bien, c'est la même partie. Le bakoko va dire bien le tibia. Le bassa, bien tibia. OK? Et je présente les mots de la corne pour vous montrer que c'est le même mot. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le même mot ou il y a ici des difficultés du point de vue linguistique? C'est ça. On est donc d'accord que les mots sont pareils. Sauf que ce pied-ci est associé à quoi? Être beau, parfait, bon. Bon, on continue. Bon. Bien partie du genou, de la cheville, bakoko, bien tibia. Je présente ce signe, je présente ce signe. Donc, pour lire ce groupe, il faut connaître les mots du pied. Ce sont ces mots du pied que je génère ici. Je pose la question de savoir comment lire cette graphie. On l'a déjà fait puisque vous savez qu'il faut identifier les mots du... Ok, on poursuit. Le bakoko va donc dire bien partie du genou à la cheville. Le bakoko, le fan, pardon, bien partie du genou à la cheville. Le bakoko, bien tibia. Et on observe donc que la quasi-totalité des langues africaines font ce qu'on appelle une métathèse pour générer le beau, le parfait. Ils vont dire nieb. Bien nieb. Bien, l'effet de miroir. Bien nieb. Bien, donc, bien nieb. Beau, parfait. Hein? Vous comprenez? Donc, le doigt là va dire niébé, parfait. Le komo, niébé. Bien, beau, parfait. Le hondo, nieb. Beau, parfait, bien, être parfait. D'accord? Et c'est le thème de ceci. Donc, ça montre qu'effectivement, c'est la lecture effective de ceci. Et, pour le prouver, je cite simplement Théophile Obenga en forme de ressources.
en forme d'appui, car il dit exactement la même chose. Il dit, comme le F interchange avec le B, on peut voir une forme noubé, noubé. Si le B était primitivement BV, on aurait une forme ancienne noubvé, noubvé, nobvé. Précisément, la langue bantou mboshi donne obvé, qui signifie bien, beau, bon, parfait. Le N serait tombé en boshi, comme cela arrive souvent car cette langue n'a pas toujours par ailleurs la consonne de classe. D'autre part, le B étant primitivement BV, se prononce actuellement V, bien qu'écrit B. Encore une fois, le mboshi paraît confirmer cette interprétation car en boshi, on dit à la fois obvé et ov, indifféremment au sein d'une même variante dialectale. Le doigt la confirme en montrant le B, niébé, être bien, beau, parfait. C'est la lecture du thème néfer dans les langues dites bantou. Okay? C'est ce que je voulais simplement que vous ayez en perspective car c'est ça, c'est niébé. Donc c'est une métathèse de bien, voilà pourquoi quand on transité à bout néfer, c'est joli, mais c'est niébé. Parce qu'on se sert des mots du pied, on en fait une métathèse pour générer le vocabulaire nécessaire à la lecture de ce signe. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'ici? Bon, on poursuit. Résultat. Bamanan, Bigné, Corn, Kakabe, Bigné, Corn, Maninka, Bina, Corn, Sia, Ben, Bien, Corn, Fang, Bien, partie du genou à la cheville, Bakoko, Bien, Tibia, et Ondo, Nieb, beau, parfait, Douala, Niebe, être parfait, Como, Niebe, bien, beau, parfait, Top, Noob, or, métal, pièce de monnaie. D'accord? L'or, l'œuvre, parce que vous devez savoir que oui, la destinée de la chimiste est de faire des métaux de l'or. Voilà pourquoi ce noob, c'est une mutation phonétique de nieb. Noob, en égyptien pharaonique, enfin en copte, noob. On dit or, métal, mais c'est le thème du beau. Ce qui est beau, beau, parfait, bien. D'accord? Bon. Vérification. J'ai ici le nom de l'or en égyptien pharaonique. C'est translittéré Nebu. Ça, le copte va dire noob. Ok? Ça, c'est le nom de l'or. Je retrouve quelque chose qui m'est familier. Ça, c'est le thème de l'or. Ici, j'ai le verbe nager. Si on est cohérent, c'est la même graphie, hormis quelques variantes, mais qui ne modifient pas le sens de lecture. Je dois pouvoir user du même vocabulaire à la fois pour dire or et nager. D'accord? Bon, qu'est-ce que j'observe? Pour ce qui concerne le verbe nager, le cop va dire nebe. Pour dire nager, ce qui flotte. Hein, et c'est la correspondance de ce groupe idéographique. Pour les égyptologues eux-mêmes, ils disent que ce nebi, entre guillemets, en fait, correspond au copte nebe. Hein? Mais le fang va dire yebe, flotter. C'est curieux, c'est le même. Le fang va dire niebe, homme qui flotte, c'est-à-dire celui qui nage. Le fang va dire niebe, objet qui flotte. D'accord? Les wondo, nieb, beau, parfait. Como, niebe, bien, beau, parfait. Copte, noob. D'accord? Donc, ça permet de vérifier la lecture. Ici, j'ai noob, ici, j'ai niebe. Hein, ce n'est qu'une mutation phonétique d'un même thème. Ça veut dire que je suis dans la justesse de la lecture. Est-ce que chacun comprend? Bon, donc on poursuit. Voici pourquoi les ancêtres, quand ils faisaient leur pièce, ça c'est une pièce égyptienne, c'est une pièce en or. Ils associaient les deux symboles, le thème de l'or et le thème du néfer, parce que c'est le même mot. D'accord? Ça c'est une pièce à l'époque tardive, à l'époque du pharaon Nectanebo, mais c'est une pièce égyptienne. D'accord? En or. Donc, ils mettent le thème de l'or, ça c'est le thème de l'or en égyptien pharaonique, et ça c'est le néfer, ils associent les deux signes parce que c'est le même mot. Donc, néfer, quand on dit beau, c'est pas beau dans rien. C'est le domaine alchimique égyptien, parce que c'est les Égyptiens naturellement qui ont inventé la science alchimique. L'alchimie vient de Kémia, le nom de l'Égypte même, le nom d'Osiris même. Okay? Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle. Et vous avez ici en Bamanan, Bigné, la corne, Niébé, bien beau, parfait, Noob, or. Voici la série. Voilà pourquoi Orapollon dit que pour signifier l'œuvre représente une corne. Parce que le nom de la corne rejoint l'ensemble du vocabulaire que je viens de présenter. Ok? C'est un exercice qui est intéressant parce que vous devez comprendre ce que font les ancêtres, comment s'appréhendent les hiéroglyphes. Comment il faut vraiment le comprendre. Ok? Donc, nouvelle lecture beaucoup plus simple parce que je suis passé par des lieux compliqués pour vous montrer la technique, mais j'aurais pu rentrer directement dans la chose à partir du mot du pied. Pourquoi? Parce qu'en Bamanan, je vais dire sen pour dire le pied, Susu san, le pied, Maninka sing, le pied, Dalonke sang, le pied, et le même mot veut dire propre, saint. Senu, Senouya, Sanaya ou Saniya, et c'est aussi le nom de l'or. Sanu, c'est l'or. D'accord? Donc ça suffit. C'est-à-dire que quand vous comprenez que ça c'est le thème de l'or, vous comprenez comment on lit cette graphie. Sanu. Donc être beau, parfait, ça veut dire être saint, la sainteté. Ça a un rapport avec le fait de se laver les pieds.
Naturellement, tout ce qui est du registre de la purification investit ce vocabulaire. C'est ça. Donc, le moka va dire sen, or, sani. En mandinka, bamanan, sanu, c'est l'or. Et c'est aussi les mots pour la purification. La purification. Donc, voilà pourquoi vous avez l'idée qui consiste à dire, donc, pour l'expiation, ils utilisent la corne de vache. Non, c'est pas la vache, c'est la même corne. Que ce soit la vache ou le taureau, c'est la même chose. C'est une corne. Elle porte le même nom. Parce que les langues africaines ne distinguent pas les cornes de la vache et les cornes du taureau, c'est le même nom. Donc, on comprend aisément pourquoi, pour le registre de l'expiation, eh bien, on utilise aussi les mêmes symboles. Voilà ce qu'il essaie de dire. Naturellement, mais il avait perdu la mémoire de ce vocabulaire. Mais ce qu'il dit est juste. Donc, il faut lire au Apollon pour comprendre aussi qu'il y a là une forme d'intelligence qui est manifestement mise de côté par les égyptologues, car ils n'en tiennent même pas compte. Mais ce qu'il dit est juste et ça permet de clarifier. Et là, c'est les débuts de tout un univers. Vous ne pouvez même pas imaginer combien c'est important dans la science, ce genre de choses. Parce que l'alchimie, c'est toute une histoire. C'est tout un univers. Et c'est les Africains qui ont vraiment, ces Égyptiens qui étaient les maîtres dans ce domaine. Hein. Donc, quand on parle de ça, il faut savoir de quoi nous parlons. Et il faut vraiment y appliquer ses réflexions. Parce que c'est la science, c'est l'école de demain. C'est ce que vont faire nos enfants pendant des générations pour redécouvrir cet univers. Et les résultats, vous verrez avec d'autres yeux. Parce que vous savez qu'on revient, non? Vous verrez que c'est quelque chose de remarquable. Ah oui, c'est quelque chose de remarquable. On va faire la conclusion, ok? Vous allez m'aider à comprendre ceci, parce que, naturellement, vous avez toute l'information. Voici la graphie transitérée Gounen-Nefer. Vous avez le signe qui nous intéresse. Vous avez ici le lièvre, et je présente le nom du lièvre. Et je vous demande que signifie cette graphie. Vous devez me dire ce que ça veut dire. Hein? Vous avez le nom du lièvre en copte, vous devez me lire ça aussi. Donc, dites-moi, sortez-moi une analyse intelligente de ce groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils traduisent ça par... Bon, le copte va dire Onoufris, épithète d'Osiris, mais généralement les égyptologues vous diront que ça veut dire celui qui est perpétuellement bon, parfait. Bon, mais vous comprenez que ça c'est le lièvre. Donc, vous savez maintenant à quoi se rapporte ceci, donc dites-moi ce que c'est. Oui, celui qui est saint. Oui, oui. Celui qui est saint, quoi d'autre? Celui qui est pur. Pourquoi? Parce que San, c'est aussi la pluie. Sanji, c'est la pluie. Il ne faut pas l'oublier. Il purifie. C'est celui qui purifie. Hein, ça, c'est le Nkisi. C'est le Boli. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. OK? C'est de ça qu'on parle. Donc, je vous écoute. Hein. Oui, celui qui est beau, parfait, saint, pur. Quoi d'autre? Oui. Salankos. Salankos. C'est le lièvre en copte. Oui, c'est la salankos. Oui, c'est celui qui purifie. Le catharsis. La catharsis, c'est lui. C'est celui qui est crucifié, c'est lui. Parce que ce que vous observez dans ce phénomène de crucifixion, je l'ai dit hier, cette agitation qu'il y a dans l'âme humaine, quand on voit cette scène, eh bien, c'est un transfert. C'est un transfert. Et c'est lui qui est crucifié. Tout ça est là-dedans. Toute cette information est là-dedans. D'accord? Donc, voilà ce qu'on avait à échanger ce soir. Hein. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. OK. Voilà. Je sais maintenant d'où vient le mot pour dire. Quoi? L'avant-dernier tableau, j'ai utilisé à partir des mots de l'or, j'imagine. C'était l'or pour purifier, pour quelqu'un, en sous c'est sanya. Donc je vois que ça vient de ça.